si le moyen le plus rapide, le plus impitoyable de détruire une entreprise florissante, bah, c'était tout simplement de tripler sa taille en un temps record. Ouais, dit comme ça paraît totalement contre-intuitif. Complètement. Mais aujourd'hui, on s'attaque à ce qui est probablement le tueur silencieux le plus redoutable du monde professionnel moderne, à savoir la croissance imposée. Et c'est un sujet fascinant parce qu'on glorifie toujours la croissance, hein. Toujours. Et pour bien comprendre de quoi on parle, prenons l'histoire d'un entrepreneur, on va l'appeler Antoine. D'accord, le fameux Antoine. Voilà. Antoine dirigeait une entreprise de développement logiciel qui a littéralement explosé. Je veux dire, en moins de 3 ans, la boîte est passée de 50 à plus de 200 employés. Sur le papier, dans la presse économique, c'est le rêve absolu, quoi. Les chiffres devaient être stratosphériques. Ah mais il l'était. Seulement ça, c'est l'image de la réussite. Parce qu'en coulisses, c'était un naufrage. L'histoire classique des fondations qui cèdent sous le poids des étages qu'on rajoute beaucoup trop vite. C'est ça. Les développeurs de la première heure, ceux qui adoraient résoudre des casse-têtes techniques, se retrouvaient soudainement à passer la moitié de leur semaine à remplir des formulaires de validation. Juste pour justifier le moindre bout de code. La bureaucratie pure. Exactement. Elle les étouffait. Et du côté des commerciaux, ben, c'était pire. Ils ne cherchaient plus du tout à comprendre les besoins des clients. Ils avaient juste le nez sur leur quota, j'imagine. Voilà. Leur seul horizon, c'était un tableau de bord avec des objectifs de vente complètement aveugles pour la fin du mois. Et le fondateur dans tout ça Antoine? Antoine, lui, il ne parlait plus jamais de produits ou d'innovation. Dans ses réunions, on n'entendait plus que 3 mots: actionnariat, part de marché et introduction en bourse. Le moteur initial de l'entreprise, il était mort. C'est triste, mais c'est un cas d'école très documenté. Bon, décortiquons ça. Parce que cette situation illustre parfaitement le piège du succès aveugle. Tout à fait. Et le but de cette analyse aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi une croissance qui n'est pas naturelle peut littéralement siphonner l'âme d'une organisation. Et surtout, comment on peut inverser la tendance. Mais avant de plonger les mains dans le moteur, je dois faire une petite précision incontournable pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, sur la nature de nos sources. Oui, parce qu'elles proviennent, de manière assez inattendue, d'un document d'analyse du Centre du bien-être d'Arenton. Qui est une structure spécialisée dans l'hypnose et le neurochangement. C'est ça, donc la règle d'or s'applique avec rigueur. Même si nous allons décortiquer des mécanismes psychologiques et des dynamiques d'entreprise, ceci n'est pas un avis médical. Le cadre est posé. Alors, pour vraiment comprendre cette descente aux enfers, il faut casser une idée reçue tenace en économie. Laquelle? L'idée que grossir, c'est toujours bien. Exactement. Il y a une distinction vitale à faire entre la croissance organique et la croissance imposée. C'est un peu comme l'analogie de l'arbre, non? C'est tout à fait ça. La croissance organique, c'est l'arbre qui grandit à son rythme, parce que ses racines sont solides. Elle est maîtrisée, elle prolonge l'identité de l'entreprise. Et la croissance imposée, du coup, c'est quoi? C'est comme gaver une plante d'engrais chimiques pour qu'elle double de taille en une nuit. La tige va monter très haut, très vite, mais elle va se briser à la première bourrasque. Mais alors, d'où vient cet engrais chimique? Qu'est-ce qui pousse un dirigeant qui a parfois fondé sa boîte de ses propres mains à injecter cette croissance qui va tout détruire? On se lève pas un matin en se disant qu'on va ruiner l'ambiance de son équipe. Non, bien sûr. C'est une mécanique systémique. Nos sources mettent en lumière 3 moteurs principaux. Le premier, et c'est souvent celui qui déclenche tout le reste, c'est l'arrivée d'investisseurs extérieurs. Ah, la fameuse pression du retour sur investissement. La levée de fonds qui se transforme en cadeau empoisonné. Exactement. D'ailleurs, on a un article de McKinsey de 2023 dans nos sources qui pointe un décalage fatal entre les fondateurs tech et leurs investisseurs. Un décalage sur le temps, c'est ça? Oui, l'horloge temporelle change. Les investisseurs fonctionnent sur des cycles courts. Ils exigent de voir une croissance à 2 chiffres au trimestre suivant. Et ces objectifs immédiats écrasent la stratégie produit à long terme. C'est la dictature du trimestre, quoi. Mais supposons qu'une entreprise n'ait pas d'investisseurs. J'ai déjà vu des fondateurs à 100% au capital s'autodétruire en essayant de grossir. Qu'est-ce qui les pousse, eux? Le deuxième moteur, la peur viscérale de l'obsolescence, le syndrome du manger ou être mangé. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance que la taille est la seule garantie de crédibilité sur le marché? C'est ça. Si on ne grossit pas, on meurt. Une vaste étude de la Commission européenne de 2024 l'a très bien illustré chez les PME. Pour rassurer les gros clients, les dirigeants ressentent l'obligation de multiplier les effectifs. Voire de se lancer dans des rachats d'entreprises qui n'ont aucun sens, logiquement. Exactement. Et le troisième moteur, il est beaucoup plus intime. C'est le biais de l'ego. L'ambition personnelle. Voilà. La soif de reconnaissance sociale, la quête du statut de licorne, les couvertures de magazines. Ça peut totalement aveugler un comité de direction.
La mission initiale devient complètement secondaire. Ça me fait penser à une image. C'est comme construire une tour en rajoutant frénétiquement des étages, parce que les voisins regardent, tout en oubliant de couler du béton dans les fondations. L'analogie est très bonne. De l'extérieur, ça a l'air impressionnant. On coupe des rubans. Mais à l'intérieur, ça tremble. Et ceux qui encaissent ça, ce sont les employés. Et ces secousses ont des conséquences très documentées. Le premier symptôme clinique d'une croissance imposée, c'est la dilution de la culture d'entreprise. Logique. Quand tu passes de 50 à 200, la culture ne peut plus juste se transmettre par mimétisme à la machine à café. Exactement. Les nouveaux arrivent avec leurs propres habitudes, et sans transmission, les valeurs initiales ne sont plus que des mots peints sur les murs. C'est pour ça que la bureaucratie infernale apparaît. Pour remplacer la culture perdue par des règles. C'est le mécanisme parfait. L'agilité disparaît sous la lourdeur administrative. Et le coût massif de ça, c'est l'effondrement de l'engagement. Les données de Gallup citées dans l'analyse font froid dans le dos. Ah oui, j'ai vu ça. Le désengagement coûterait des billions, donc des milliers de milliards de dollars chaque année. Oui, et ça ne représente pas que les démissions, ça représente surtout le présentéisme. Les gens qui sont en mode économie d'énergie. C'est ça, ils sont là physiquement, mais comme ils ne comprennent plus à quoi sert leur entreprise, ils ne prennent plus aucune initiative. Et le cœur du problème, le diagnostic central de l'analyse, c'est la perte de mission. Et je crois qu'il faut préciser ce qu'on entend par là. Ce n'est pas le slogan sur le site web, c'est l'impact réel souhaité. Le pourquoi fondamental, oui. Et sous la pression des chiffres, cette mission se déforme. Prenons l'exemple d'un commercial. Sa mission initiale, c'était d'aider le client à résoudre un problème avec le bon outil. Et soudain, on le prime uniquement sur le volume de contrats signés, peu importe s'ils ont du sens pour le client. Ce qui crée une dissonance cognitive énorme chez lui. Et c'est là que le cynisme s'installe. Le fameux mode si ce n'est pas mon problème, je m'en occupe pas. Et juste après, c'est la fuite des talents qui était alignée sur les valeurs de départ. Bon, le constat est fait, la tour tremble, mais comment on répare une boîte où les actions ne correspondent plus à la vision? C'est là qu'il faut une cartographie. Et l'analyse introduit un outil fascinant, issu de la programmation neurolinguistique, la PNL. C'est le modèle de Robert Dills, conçu en 1990. Alors, la PNL. Honnêtement, laissez-moi jouer l'avocat du diable. On associe plutôt ça aux techniques de vente agressive ou aux thérapies des années 90, non? C'est une réaction courante. La PNL a parfois mauvaise presse. Mais ce que Dills a modélisé, ce n'est pas de la manipulation. C'est une grille de lecture universelle, une pyramide à 6 niveaux logiques, pour comprendre comment un système humain fonctionne. D'accord. Alors, explique-nous cette fameuse pyramide de sens. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'elle va du plus concret, à la base, au plus abstrait, au sommet. Le niveau 1, c'est l'environnement, le contexte, les bureaux, le marché. Ok, le physique. Et au-dessus? Le niveau 2, ce sont les comportements, les actions concrètes, le développeur qui code, le commercial qui appelle. Ensuite, le niveau 3, ce sont les capacités, les compétences pour réaliser ces actions. Jusque-là, c'est très factuel. L'environnement, l'action, la compétence. Mais le point de bascule se joue plus haut. Le niveau 4, ce sont les croyances et valeurs, le pourquoi, ce qui est vraiment important. Le niveau 5, c'est l'identité, le rôle qu'on joue, qui on est en tant qu'entreprise. Et il se met. Le niveau 6, la mission ou la vision, la raison d'être globale dans le monde. Donc, le désalignement, c'est quand un niveau trahit l'autre. Par exemple, une nouvelle politique de vente agressive au niveau comportement qui trahit l'identité et les valeurs de la boîte. C'est l'illustration parfaite. La solution de Dilst, c'est une cascade ascendante. On aligne d'abord la mission, puis l'identité s'y adapte, puis les valeurs, jusqu'au comportement quotidien. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais honnêtement, quand on est une PME, le nez dans le guidon, avec des commandes en retard à livrer, n'est-ce pas un peu trop abstrait, théorique, de s'asseoir pour discuter de son identité? Penser que c'est de la théorie, c'est l'erreur que font tous les dirigeants sous pression. En réalité, c'est une question de survie économique. Vraiment, à ce point-là? Ouais. Nos sources citent une étude de la Harvard Business Review qui prouve que les organisations à forte finalité sociale, donc celles qui sont alignées, ont une bien meilleure résilience et de meilleures performances sur le long terme. Donc s'asseoir pour discuter de la mission, c'est pas de la philosophie, c'est du pragmatisme économique. Absolument. Mais la vraie question, c'est comment on applique ça concrètement le lundi matin. Exactement. Quelles sont les stratégies d'action? Il y a 3 chantiers. Le premier, c'est d'ancrer la mission dans le recrutement. La compétence ne suffit plus. Il faut évaluer si les valeurs du candidat sont compatibles avec la mission. Et ça passe aussi par le leadership, par l'exemple, j'imagine. Célébrer les succès qui illustrent vraiment ces valeurs. C'est indispensable. Le deuxième chantier,
c'est l'agilité. Éliminer la bureaucratie inutile. Les sources recommandent l'utilisation de méthodes agiles, comme Scrum ou Kanban. Alors, Kanban, justement, c'est super intéressant. Parce que ça redonne de l'autonomie, non? Oui, ça permet aux équipes de rester proches du client. Le flux de travail est visible par tous, on supprime les validations hiérarchiques inutiles qui diluent le sens. L'employé retrouve la maîtrise de son travail. Et le troisième chantier? C'est de traduire les valeurs abstraites en comportements mesurables. Une valeur comme l'excellence client, ça ne doit pas être un mot en l'air. Ça doit se traduire par des actes, comme répondre au support en moins d'une heure? Voilà. Et c'est là qu'intervient l'importance des données. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au niveau des chiffres? Parce que si on ne mesure plus que par la finance, on retombe dans le piège. Justement, l'analyse fournit un tableau précis qui illustre la corrélation entre la croissance imposée et la perte de mission. Je l'ai sous les yeux, oui. C'est flagrant. En 2017, ils ont forcé une croissance de 12% et ça a entraîné une perte de mission mesurée de 6%. Et regarde l'année suivante. En 2018, la croissance redescend à 9% et la perte de mission tombe à 3%. C'est mathématique en fait. Mais attends, comment ils mesurent concrètement cette perte de mission sur le terrain? En utilisant d'autres indicateurs. Pour les clients, il faut suivre le NPS, le Net Promoter Score. Pour voir si les clients nous recommanderaient, c'est ça. Exactement. En interne, on fait des enquêtes d'engagement profondes pour détecter le cynisme. Et au niveau sociétal, on suit des normes comme l'ISO 26000 pour mesurer notre véritable impact. Donc, pour résumer tout ça, une croissance réussie, ce n'est pas une force destructrice qui efface la culture, c'est le prolongement naturel de la mission. C'est la grande leçon, oui. S'aligner permet d'innover à long terme. L'étude Deloitte de 2022 citée dans l'analyse le confirme très bien. Le sens génère la performance. Ce n'est donc pas l'un ou l'autre. Bon, cette exploration touche à sa fin, mais je sais que tu as toujours une dernière réflexion pour l'auditeur. Oui, cela soulève une question importante. On a vu que la résistance au changement est énorme face à la routine et qu'un diagnostic est souvent difficile à faire de l'intérieur. C'est clair. Alors posons-nous la question. Si demain, l'organisation pour laquelle on travaille, ou même notre propre trajectoire professionnelle, devait complètement figer sa croissance pendant un mois, Figé pendant un mois complet. D'accord. Juste pour auditer uniquement sa mission fondamentale, survivrait-elle à l'inspection? Ah oui, c'est le test ultime. Ou réaliserait-on, une fois au sommet de la pyramide, que l'on a passé des années à gravir la mauvaise montagne? Voilà qui donne matière à réfléchir, se demander si l'échelle est appuyée sur le bon mur avant de monter plus haut. Merci pour cette analyse passionnante. Merci, c'était un plaisir. Et sur ce, la réflexion est lancée pour ceux qui nous écoutent.